un regard qui allume une guerre. Un simple regard peut-il déclencher un siècle de conflit? Yolande de Dreux, une noble méconnue du XIVe siècle, changea l'histoire avec un seul coup d'œil. Imaginez-vous en 1337, dans une cour royale française, au cœur des tensions, qui allaient en devenir la guerre de 100 ans. Les châteaux, avec leurs tours imposantes, résonnent de complots et de rivalités. Yolande de Dreux, une jeune noble de la maison de Dreux, se tient au milieu de cette tempête. Belle, avec des yeux d'un gris perçant, qui semblent lire les âmes, elle est connue pour son charisme magnétique. Mais ce personnage, historique, étrange, cache un pouvoir étrange, presque surnaturel, qui va plonger l'Europe dans le chaos. Lors d'un banquet à la cour du roi Philippe VI, Yolande, alors âgée de 20 ans, croise le regard d'un prince anglais prétendant au trône de France. Selon des chroniques fragmentaires, inspirées des récits médiévaux, son regard intense chargé d'une émotion indéchiffrable provoque un malaise immédiat. Le prince troublé déclare publiquement qu'il a vu la mort dans ses yeux. Cette remarque perçue comme une insulte enflamme les tensions entre la France et l'Angleterre, déjà prêtes à s'affronter pour des questions de succession. Ce moment anodin en apparence devient le prétexte d'une guerre qui durera un siècle. Pourquoi un regard eut-il un tel impact? À l'époque, les superstitions régnaient. Un regard, surtout celui d'une femme, pouvait être interprété comme une malédiction ou un présage. Yolande, issue d'une maison noble, mais peu influente, était déjà suspecte aux yeux de la cour. Les chroniqueurs rapportent qu'on la disait maudite, capable d'influencer les esprits par sa seule présence. Lorsque le prince anglais s'effondra terrifié, les rumeurs explosèrent. Yolande était une sorcière, une envoûteuse, ou pire, une envoyée du diable. Les historiens modernes suggèrent que cet incident fut amplifié par le climat politique. La guerre de 100 ans, déclenchée officiellement par des disputes dynastiques, avait besoin d'un catalyseur émotionnel. Le regard de Yolande, chargé de mystère, devint ce déclencheur. Les psychologues d'aujourd'hui parlent d'un possible charisme hypnotique où son intensité émotionnelle aurait pu provoquer une réaction psychosomatique chez le prince. Certains évoquent même une forme de trouble de la personnalité où Yolande, consciente de son pouvoir, utilisait son regard pour manipuler. À la cour, la réaction fut immédiate. Yolande fut accusée de sorcellerie et emprisonnée dans une tour du château. Les nobles superstitieux évitaient de croiser son regard, craignant d'être ensorcelés. Selon une chronique, un garde qui fixa ses yeux trop longtemps tomba malade, renforçant les rumeurs. Pourtant, Yolande restait calme, presque détachée, comme si elle savait que son destin était lié à cet instant fatidique. Dans sa cellule, elle commença à écrire des lettres décrivant des visions étranges des champs de bataille, noyés dans le sang des couronnes brisées et un homme sans visage régnant sur un royaume en ruine. Ces écrits confisqués par les gardes furent brûlés, mais certains fragments survécurent, alimentant les légendes. Les paysans, apprenant son emprisonnement, commencèrent à murmurer qu'elle était une prophétesse, une femme maudite par son don. Malgré son enfermement, Yolande exerçait une influence troublante. Les nobles français, divisés, débattaient de son sort. Certains voulaient l'utiliser pour rallier le peuple contre l'Angleterre. D'autres exigeaient son exécution pour apaiser les tensions. Le roi Philippe VI, superstitieux, ordonna qu'on la surveille étroitement, craignant qu'elle ne provoque d'autres malheurs. Si ce regard fatal vous intrigue, attendez de découvrir les secrets occultes qu'elle cachait dans sa cellule, les rituels dans l'ombre. Une noble emprisonnée peut-elle invoquer des forces occultes? Yolande de Dreux
Ce personnage historique étrange transforma sa cellule en un sanctuaire de rituels troublants, défiant la raison et la foi. Aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager cette histoire terrifiante. En 1338, un an après son emprisonnement, pour avoir soi-disant déclenché la guerre de 100 ans par un simple regard, Yolande de Dreux vivait dans une tour froide et isolée d'un château français, peut-être celui de Vincennes ou de Rouen. Ce personnage historique étrange, accusé de sorcellerie, ne se contentait pas de subir son sort. Dans l'obscurité de sa cellule, elle se livrait à des pratiques si étranges qu'elles alimentaient les rumeurs les plus sombres, transformant son nom en un murmure d'effroi à la cour. Imaginez une pièce exiguë, où l'humidité suinte des murs de pierre, où une chandelle vacillante projette des ombres dansantes. Yolande, toujours élégante, malgré ses chaînes, passait ses nuits à dessiner des symboles sur le sol avec du charbon volé aux gardes. Selon des fragments de chroniques médiévales, peut-être inspirés des archives de la cour de Philippe VI, ces symboles, cercles entrelacés, étoiles brisées et silhouettes d'oiseaux, semblaient issus d'un savoir ancien, peut-être alchimique ou païen. Les gardes superstitieux juraient avoir entendu des murmures dans la nuit, comme si Yolande parlait à des esprits invisibles. Ces rituels, bien que secrets, furent découverts par un prêtre envoyé pour surveiller la prisonnière. Une chronique obscure raconte qu'il trouva Yolande agenouillée devant un cercle de cendres, tenant une plume trempée dans une substance sombre, peut-être du sang. Lorsqu'il l'interrogea, elle le fixa de ses yeux gris, un regard si intense qu'il s'enfuit convaincu qu'elle l'avait maudit. Cet incident renforça les accusations de sorcellerie, mais Yolande, loin de nier, semblait embrasser sa réputation, utilisant la peur qu'elle inspirait comme une arme. Pourquoi une noble se tournait-elle vers de telles pratiques? Les historiens modernes suggèrent que Yolande, formée dans les arts libéraux comme beaucoup de nobles de l'époque, aurait pu avoir accès à des textes alchimiques ou mystiques circulant dans les cercles érudits. Ces rituels, bien que perçus comme démoniaques, étaient peut-être sa tentative de trouver un sens à son emprisonnement. Les psychologues parlent d'un mécanisme de défense face à l'isolement et à l'accusation. Yolande aurait pu créer un monde intérieur où elle contrôlait son destin, transformant sa cellule en un espace de pouvoir. Les neuropsychologues offrent une autre perspective. La privation sensorielle courante dans les cachots médiévaux aurait pu provoquer des hallucinations que Yolande interprétait comme des visions mystiques. Ces dessins décrits comme hypnotiques par ceux qui les virent pourraient refléter un état dissociatif où son esprit, poussé à l'extrême, produisait des images d'une intensité troublante. À la cour, les rumeurs sur ces rituels se propageaient comme une peste. Les nobles déjà divisés voyaient en Yolande une menace croissante. Certains, fascinés, tentèrent de s'introduire dans sa tour pour obtenir ses faveurs, croyant qu'elle pouvait prédire l'issue de la guerre contre l'Angleterre. Une anecdote rapporte qu'un jeune seigneur lui offrit une plume et du parchemin en échange d'une prophétie, mais Yolande, fidèle à son silence, se contenta de tracer un corbeau noir, un symbole qui le hanta jusqu'à sa mort sur un champ de bataille. Le roi Philippe VI, superstitieux et affaibli par les premières défaites contre les Anglais, ordonna une surveillance accrue. Il craignait que Yolande, même enchaînée, ne manipule les esprits. Les prêtres convaincus qu'elle pactisait avec le diable proposèrent de l'exorciser, mais le roi hésitant refusa, peut-être par peur de ce qu'un tel rituel pourrait révéler. Yolande, dans sa cellule, continuait ses pratiques. Elle utilisait des objets volés, une plume, un éclat de verre, même des os de poulet.
pour créer des autels improvisés. Une chronique raconte qu'elle traça un cercle autour d'elle lors d'une tempête, murmurant des mots inintelligibles. Les gardes, terrifiés, jurèrent que la foudre évita la tour cette nuit-là, renforçant l'idée qu'elle contrôlait des forces surnaturelles. Ces rituels n'étaient pas sans conséquences. Les paysans, apprenant ces pratiques par des serviteurs indiscrets, commencèrent à la vénérer comme une sorcière bienveillante, capable de protéger les récoltes ou de maudire les ennemis. Cette adoration alarma la cour, qui voyait en Yolande une menace à l'ordre établi. Un noble influent proposa de l'exécuter pour apaiser les tensions, mais d'autres, fascinés par son pouvoir, plaidèrent pour son utilisation comme arme contre l'Angleterre. Les psychologues modernes analysent ces rituels comme une forme de rébellion spirituelle. Yolande, privée de voix et de liberté, utilisait le mysticisme pour reprendre le contrôle, transformant sa cellule en un espace où elle était souveraine. Ses dessins, bien que détruits pour la plupart, survécurent dans les récits des serviteurs, devenant des talismans pour les paysans. Mais ces pratiques dangereuses attiraient l'attention de forces plus sombres. Si ces rituels occultes vous glacent le sang, attendez de découvrir comment ils ont attiré la colère d'une cour prête à tout pour l'arrêter, la colère de l'Église. Une femme peut-elle défier l'Église avec un simple regard? Yolande de Dreux. Ce personnage historique étrange s'attira la fureur des prêtres qui voyaient en elle une menace à la foi et à l'ordre divin. Vers 1340, 3 ans après son emprisonnement, pour un regard accusé d'avoir déclenché la guerre de 100 ans, Yolande de Dreux était devenue une figure à la fois crainte et fascinante dans un royaume français en proie au chaos. Enfermé dans une tour glaciale, peut-être à Vincennes ou à Rouen, ce personnage historique étrange continuait ses rituels occultes, défiant l'autorité de la cour et surtout celle de l'Église. Ces pratiques mystérieuses, murmurées par les serviteurs et amplifiées par les rumeurs, firent d'elle une cible pour les ecclésiastiques qui voyaient dans son regard et ses visions une menace contre Dieu lui-même. Imaginez une chapelle sombre où les prêtres drapés dans leurs robes noires se réunissent pour discuter du sort de cette noble accusée de sorcellerie. Les murs résonnent de prières, mais aussi de peur. Yolande, avec ses yeux gris perçants et ses symboles énigmatiques, semblait défier l'ordre sacré. Une chronique obscure, peut-être tirée des archives ecclésiastiques, raconte qu'un évêque influent déclara lors d'un concile « Cette femme est une abomination, ses yeux sont des portes vers l'enfer. Les rumeurs de ses rituels, cercles de cendres, dessins d'oiseaux noirs, murmures dans la nuit, alimentaient la conviction qu'elle pactisait avec le diable. » L'Église à cette époque exerçait un pouvoir immense, surtout dans un royaume déchiré par la guerre contre l'Angleterre. Les prêtres voyaient dans Yolande une menace spirituelle capable de détourner les âmes du peuple. Une anecdote troublante illustre leur crainte. Un moine envoyé pour exorciser la prisonnière rapporta qu'en croisant son regard, il sentit une ombre froide l'envahir, le poussant à fuir la tour en hurlant. Cet incident, amplifié par les rumeurs, renforça l'idée que Yolande était une sorcière, une femme dont le pouvoir défiait les lois divines. Pourquoi l'Église était-elle si déterminée à la détruire? Les historiens modernes expliquent que dans le contexte de la guerre de 100 ans, l'Église cherchait à consolider son autorité face à l'instabilité politique. Une noble comme Yolande, accusée de pratiques occultes, représentait un danger. Elle pouvait galvaniser les paysans, déjà mécontents des taxes et des famines, contre les institutions. Les psychologues modernes suggèrent
que sa réputation était amplifiée par un phénomène de panique morale, où la peur collective transformait une femme marginalisée en bouc émissaire. Dans sa cellule, Yolande continuait ses rituels malgré la surveillance accrue. Selon une chronique, elle utilisait des plumes trempées dans son propre sang pour dessiner des symboles, une pratique qui horrifiait les gardes. Ces dessins, souvent confisqués et brûlés, étaient décrits comme hypnotiques, mêlant des images de corbeaux de flammes et d'un homme sans visage qui hantait ses visions. Les neuropsychologues modernes notent que ces pratiques pourraient refléter un état dissociatif où Yolande, privée de liberté et de contact humain, trouvait refuge dans un monde mystique qu'elle créait. L'Église répondit par une offensive brutale. En 1341, un tribunal ecclésiastique fut convoqué pour juger Yolande. Le procès, bien que secret, fut marqué par des témoignages terrifiants. Un garde jura qu'il avait vu des ombres danser autour d'elle pendant ses rituels. Un serviteur, sous la torture, avoua avoir transporté ses dessins à des paysans qui les utilisaient comme talismans. Yolande, traînée devant le tribunal, resta silencieuse, son regard défiant les prêtres. Selon une chronique, son mutisme fut interprété comme une preuve de sa culpabilité, mais aussi comme un acte de pouvoir, comme si elle refusait de se soumettre à leur jugement. Les psychologues d'aujourd'hui analysent ce silence comme une forme de résistance psychologique. Yolande, consciente de l'impact de son regard, aurait pu l'utiliser pour manipuler la peur de ses accusateurs. Ce comportement, bien que courageux, aggravait sa situation. Les prêtres, furieux, exigèrent son exécution, mais le roi Philippe VI, superstitieux et hésitant, refusa, craignant qu'une mort publique ne fasse d'elle une martyre. Au lieu de cela, il ordonna qu'on la soumette à des conditions encore plus dures, moins de nourriture, une muselière de fer pour remplacer celle de cuir et une surveillance constante. Les paysans, eux, voyaient en Yolande une figure sacrée. Malgré la répression, ses dessins et ses visions continuaient de circuler, transmis par des serviteurs loyaux. Une légende raconte qu'un paysan trouva un parchemin caché dans un panier de linge montrant un corbeau tenant une couronne. Ce symbole, interprété comme un présage de victoire contre l'Angleterre, galvanisa les villageois qui commencèrent à organiser des prières secrètes en son nom. Cette vénération populaire alarma l'Église encore davantage. Un évêque ordonna la destruction de tous les objets liés à Yolande. Mais certains de ses dessins survécurent cachés dans les murs de la tour ou dans les maisons des paysans. Les historiens modernes spéculent que ces artefacts, bien que rares, ont contribué à sa légende, transformant Yolande en une figure à la croisée de la sorcière et de la sainte. Les conditions de sa captivité devinrent insoutenables. La muselière de fer, serrée jusqu'à entailler sa peau, rendait chaque respiration douloureuse. Pourtant, Yolande continuait à dessiner, à murmurer, à résister. Une chronique rapporte qu'elle grava une dernière vision avant le procès, un trône vide sous un ciel de sang. Cette image transmise aux paysans fut interprétée comme une prophétie de la chute du royaume, renforçant leur foi en elle. Si la colère de l'Église vous semble terrifiante, attendez de découvrir comment Yolande tenta un ultime acte de défi avant de s'effondrer, la révolte des ombres. Une femme enchaînée peut-elle déclencher une révolte? Yolande de Dreux, ce personnage historique étrange, devint un symbole d'espoir pour un peuple opprimé menaçant l'ordre établi depuis sa tour. Vers 1343, 6 ans après son emprisonnement, pour un regard accusé d'avoir déclenché la guerre de 100 ans, Yolande de Dreux était devenue une légende vivante dans un royaume français déchiré par les conflits
et la misère. Toujours confiné dans une tour froide, peut-être à Vincennes ou à Rouen, ce personnage historique étrange exerçait une influence croissante, non pas par ses paroles, mais par ses visions et ses rituels occultes. Ces dessins transmis par des serviteurs loyaux enflammèrent l'imagination des paysans, transformant Yolande en une figure quasi divine, une prophétesse capable de défier l'Église et la couronne. Imaginez les ruelles sombres des villages où des paysans affamés, écrasés par les taxes et les ravages de la guerre, se réunissent autour de feux de camp. Les récits des visions de Yolande, corbeaux noirs, flammes dévorantes, trônes brisés, circulaient dans des chansons et des poèmes murmurés. Une chronique fragmentaire, peut-être tirée des archives d'une cour régionale, rapporte qu'un dessin de Yolande représentant un arbre foudroyé devint un symbole de rébellion. Les paysans y voyaient une promesse, la chute du roi et de ses alliés responsables de leur souffrance. Cette ferveur populaire culmina en 1344 avec une révolte connue dans certaines sources comme l'émeute des ombres. Des villageois, armés de fourches et de torches, marchèrent vers le château, scandant le nom de Yolande et réclamant sa libération. Ils croyaient que leur prophétesse maudite pouvait les guider vers un avenir meilleur, loin de l'oppression de la cour et de l'Église. Selon une chronique, certains portaient des amulettes, inspirées de ces dessins convaincus qu'elle les protégeait des flèches des gardes. Mais la révolte fut écrasée avec une brutalité impitoyable. Le roi Philippe VI, conseillé par un régent cruel et des prêtres fanatiques, déploya des mercenaires pour réprimer les insurgés. Les champs autour du château devinrent un charnier et des dizaines de paysans furent massacrés. Une anecdote raconte que les survivants jurèrent avoir entendu des cris venant de la tour de Yolande, comme si elle ressentait la douleur de ceux qui mouraient en son nom. Cet événement tragique, bien que peu documenté, renforça sa légende, mais aussi son fardeau. Pourquoi Yolande inspirait-elle une telle dévotion? Les historiens modernes expliquent que dans une époque de désespoir, marquée par la guerre et les famines, les figures prophétiques, comme Yolande, devenaient des symboles d'espoir. Son statut de noble combiné à sa réputation de sorcière en faisait une héroïne paradoxale, à la fois victime et puissante. Les sociologues parlent d'un phénomène de mythe vivant, où une personne marginalisée devient un catalyseur pour la colère populaire. Dans sa cellule, Yolande souffrait des conséquences de cette révolte. Les gardes furieux réduisirent ses rations à presque rien, et la muselière de fer entaillait sa peau à chaque mouvement. Pourtant, elle continuait ses rituels, traçant des symboles sur les murs, avec un éclat de pierre. Une chronique rapporte qu'elle grava une image d'un corbeau tenant une étoile, interprétée par les paysans comme un signe de victoire future. Ces dessins, souvent confisqués, étaient parfois cachés par une servante nommée Élise, qui avait succédé à ceux qui l'avaient aidée auparavant. Élise, risquant sa vie, transmettait les visions de Yolande à l'extérieur, alimentant la révolte. Les psychologues modernes analysent cette période comme un moment de fracture mentale. La culpabilité d'avoir inspiré des morts, combinée à l'isolement extrême, aurait pu pousser Yolande vers un état dissociatif avancé. Ces rituels, bien que perçus comme occultes, étaient peut-être une tentative de donner un sens à sa souffrance. Les neuropsychologues suggèrent que la privation sensorielle, aggravée par la malnutrition, amplifiait ses hallucinations, transformant ses visions en images si puissantes qu'elles semblaient réelles aux autres. À la cour, la révolte intensifia les tensions.
les nobles divisés débattaient du sort de Yolande. Certains, impressionnés par l'adoration qu'elle inspirait, proposaient de la libérer pour apaiser le peuple. D'autres, soutenus par l'Église, exigeaient son exécution, craignant qu'elle ne devienne une martyre. Un incident marquant eut lieu lorsqu'un noble tenta de s'introduire dans la tour pour obtenir une prophétie. Selon une chronique, Yolande, fixant son regard sur lui, traça un symbole qui le terrifia, au point qu'il quitta la cour le lendemain, convaincu d'être maudit. L'Église, de plus en plus menacée par l'influence de Yolande, intensifia ses efforts pour la discréditer. Les prêtres répandirent des rumeurs selon lesquelles ces visions étaient des illusions démoniaques destinées à semer le chaos. Mais chaque nouvelle révolte, chaque famine ou défaite contre l'Angleterre semblait confirmer ces prophéties, renforçant sa légende. Une lettre d'un prêtre à un évêque retrouvée dans des archives déplore « Cette femme même enchaînée commande plus de cœur que le roi lui-même ». Malgré sa faiblesse physique, Yolande montrait une résilience extraordinaire. Élise rapportait qu'elle continuait à murmurer des prières ou des incantations même sous la muselière. Ces moments, bien que rares, donnaient à la servante l'espoir que Yolande n'avait pas abandonné. Mais les conditions de sa captivité s'aggravaient. La muselière de fer causait des infections et son corps, amaigri, montrait des signes de maladie. Si l'idée d'une révolte inspirée par une prisonnière vous fascine, attendez de découvrir comment Yolande tenta un dernier acte de défi contre l'Église et la cour, la danse avec la mort. Une noble peut-elle défier la mort elle-même? Yolande de Dreux. Ce personnage historique étrange frôla l'abîme dans sa tour, ses visions et rituels devenant un ultime acte de résistance face à un destin cruel. En 1346, 9 ans après son emprisonnement, pour un regard accusé d'avoir déclenché la guerre de 100 ans, Yolande de Dreux était à la croisée des chemins entre la vie et la mort. Dans sa tour glaciale, peut-être à Vincennes, ou à Rouen, ce personnage historique étrange luttait contre la maladie, la malnutrition et la muselière de fer qui entaillait son visage. Pourtant, loin de se résigner, elle intensifia ses rituels occultes, transformant sa cellule en un sanctuaire où elle semblait danser avec la mort elle-même. Imaginez une pièce où l'obscurité est si dense qu'elle semble absorber le faible éclat d'une chandelle. Yolande, squelettique, les yeux gris toujours perçants, malgré la souffrance, continuait à graver des symboles sur les murs des corbeaux des flammes et une d'étoile brisée qui hantait ses visions. Selon des chroniques fragmentaires, peut-être inspirées des archives médiévales, elle utilisait son propre sang pour dessiner un acte qui terrifiait les gardes. Une servante, Élise, risquait sa vie pour lui fournir des plumes et du charbon, transmettant ses visions au peuple qui voyait en Yolande une prophétesse sacrée. Une vision particulièrement troublante marqua cette période. Yolande grava une image d'un champ de cendres sous un ciel noir, prédisant une défaite écrasante pour la France. Peu après, en août 1346, la bataille de Crécy, une catastrophe pour l'armée française contre les Anglais, sembla confirmer ses paroles. Cette coïncidence renforça sa légende, mais aussi la peur qu'elle inspirait. Les paysans, apprenant sa prophétie par Élise, se rassemblaient en secret, priant pour que Yolande guide leur royaume à travers la guerre. Pourquoi Yolande persistait-elle dans ses rituels malgré son état? Les historiens modernes suggèrent que ces actes étaient une forme de rébellion spirituelle. Dans un monde où elle était privée de voix et de pouvoir, ses dessins et murmures lui permettaient de conserver une forme de contrôle. Les psychologues parlent d'un mécanisme de survie face à la mort imminente. Yolande transformait sa souffrance en un acte créatif donnant un sens à son calvaire. Les neuropsychologues
note que la privation sensorielle et la malnutrition auraient pu amplifier ses hallucinations, rendant ses visions si vivides qu'elles semblaient divines à ceux qui les recevaient. À la cour, la situation devenait intenable. Le roi Philippe VI, humilié par la défaite de Crécy, voyait en Yolande une menace croissante. Les nobles divisés débattaient de son sort. Certains, impressionnés par l'exactitude de ses visions, proposèrent de la consulter comme oracle pour la guerre. D'autres, soutenus par l'Église, exigeaient son exécution, craignant qu'elle ne devienne une martyre. Une chronique rapporte qu'un conseiller tenta de négocier avec Yolande, lui promettant la liberté en échange de prophéties favorables. Mais Yolande, fidèle à son silence, se contenta de tracer un corbeau noir, un geste qui terrifia le conseiller. L'Église intensifia ses attaques. Les prêtres, convaincus que Yolande était possédée, organisèrent des exorcismes à distance, refusant d'entrer dans sa tour par peur de son regard. Une anecdote raconte qu'un prêtre bravant l'interdiction tenta de l'exorciser. Lorsqu'il croisa ses yeux, il s'effondra, jurant avoir vu des flammes dans son regard. Cet incident, amplifié par les rumeurs, renforça l'idée que Yolande était une sorcière, mais aussi une figure presque surnaturelle. Dans sa cellule, Yolande souffrait terriblement. La muselière de fer serrée depuis des années avait causé des infections graves et son corps affaibli par la malnutrition montrait des signes de tuberculose. Pourtant, Élise rapportait qu'elle continuait à murmurer des incantations, comme si elle invoquait une force pour la soutenir. Une chronique décrit un moment où Yolande, en transe, grava une vision d'un soleil noir cachant le trône. Ce symbole transmis aux paysans fut interprété comme une prophétie de la chute du roi, alimentant de nouveaux troubles. Ces visions avaient un coût. La culpabilité d'avoir inspiré des révoltes sanglantes pesait sur Yolande. Élise, dans un rare témoignage écrit, décrivit la princesse pleurant en silence, comme si elle portait le poids des morts causées par ses prophéties. Les psychologues modernes parlent d'un traumatisme vicariant, où Yolande, bien qu'enfermée, ressentait la douleur des autres à travers ses visions. Malgré sa faiblesse, Yolande trouva un dernier allié inattendu. Un jeune garde, ému par sa souffrance, commença à lui passer des vivres en secret, risquant la mort. Ce garde, nommé dans certaines sources comme Étienne, devint son confident, écoutant ses murmures et transmettant ses desseins à Élise. Ses actes de compassion, bien que dangereux, donnèrent à Yolande une lueur d'espoir, la poussant à continuer ses rituels. Mais son corps s'effondrait. Une nuit, selon une chronique, elle s'effondra après avoir gravé une dernière vision, un oiseau libéré des chaînes. Cette image transmise par Étienne devint un symbole d'espoir pour les paysans, mais aussi un présage de sa fin imminente. Si la lutte de Yolande contre la mort vous bouleverse, attendez de découvrir comment ces dernières visions changèrent le cours de la guerre. Les prophéties qui changent la guerre. Une femme mourante peut-elle influencer une guerre? Yolande de Dreux. Ce personnage historique étrange vit ses visions bouleverser le cours de la guerre de 100 ans, même au seuil de la mort. En 1348, 11 ans après son emprisonnement pour un regard accusé d'avoir déclenché la guerre de 100 ans, Yolande de Dreux était à l'agonie dans une tour glaciale, peut-être à Vincennes ou à Rouen. Son corps ravagé par la malnutrition, les infections causées par la muselière de fer et une probable tuberculose ne tenaient plus que par une volonté farouche. Pourtant, ce personnage historique étrange continuait à graver ses visions sur les murs des images de corbeaux de flammes et d'un soleil noir qui semblait prédire l'avenir du royaume. Ces prophéties, transmises par ses rares alliés,
allait changer la guerre d'une manière inattendue. Imaginez une cellule où l'air est si lourd qu'il semble étouffer le peu de vie qui reste. Yolande, à peine capable de tenir un éclat de pierre, traçait encore des symboles, ses mains tremblantes, tachées de sang. Ces visions décrites par Élise, sa servante fidèle, et Étienne le garde compatissant, prenaient une tournure de plus en plus précise. Une chronique obscure, peut-être, inspirée des archives médiévales, rapporte une vision de Yolande, un champ d'ombre, où un chevalier sans visage renverserait l'ennemi. Cette image murmurée dans les villages devint un symbole d'espoir pour les Français, alors écrasés par les défaites face aux Anglais. En 1348, la peste noire ravageait l'Europe, ajoutant une nouvelle couche de désespoir à la guerre. Mais les visions de Yolande semblaient anticiper même cette catastrophe. Selon Élise, elle grava un dessin d'un ciel de cendres et de corps empilés, une prophétie que beaucoup associèrent à l'épidémie. Cette prédiction, transmise par des serviteurs aux paysans, renforça l'idée que Yolande voyait au-delà du monde des vivants. Les paysans, terrifiés par la peste, se tournèrent vers ces visions comme vers une lumière dans l'obscurité, priant pour qu'elle guide le royaume. Pourquoi ces prophéties avaient-elles un tel pouvoir? Les historiens modernes expliquent que dans une époque de chaos marquée par la guerre et la peste, les figures prophétiques, comme Yolande, devenaient des phares d'espoir. Ces visions, bien que perçues comme occultes, semblaient offrir des réponses là où les rois et les prêtres échouaient. Les psychologues parlent d'un phénomène de suggestion collective. Les gens désespérés projetaient leurs espoirs et leurs peurs sur Yolande, transformant ces visions en vérité. Les neuropsychologues suggèrent que son état physique, malnutrition, privation sensorielle, amplifiait ses hallucinations, leur donnant une clarté si frappante qu'elle semblait divine. À la cour, les visions de Yolande provoquaient un mélange de fascination et de terreur. Après la défaite de Crécy, certains nobles commencèrent à croire qu'elle pouvait prédire l'issue de la guerre. Une chronique rapporte qu'un général français désespéré envoya un émissaire dans la tour pour demander une prophétie. Yolande, trop faible pour parler, grava un symbole, un corbeau, tenant une lance. Ce dessin, interprété comme un signe de victoire, inspira le général à réorganiser ses troupes. Étonnamment, une bataille mineure contre les Anglais peu après fut remportée par les Français, renforçant la légende de Yolande. Cette influence alarma l'Église. Les prêtres, voyant leur autorité menacée, accusèrent Yolande d'utiliser la sorcellerie pour manipuler la guerre. Un évêque ordonna un nouvel interrogatoire, mais Yolande, fidèle à son silence, ne répondit que par un regard si intense que l'interrogateur s'enfuit convaincu d'avoir vu le diable. Cet incident, amplifié par les rumeurs, renforça sa réputation de sorcière, mais aussi de prophétesse. Dans sa cellule, Yolande souffrait atrocement. La muselière de fer serrée depuis des années avait déformé son visage et la tuberculose la consumait. Élise rapportait qu'elle toussait du sang, ses visions devenant de plus en plus fréquentes, comme si la mort approchante libérait son esprit. Une nuit, elle grava une image d'un oiseau s'élevant dans un ciel clair, un symbole d'espoir que les paysans interprétèrent comme une promesse de renouveau. Étienne le Garde joua un rôle crucial. Risquant sa vie, il continuait à transmettre ses dessins à Élise qui les faisait passer aux villageois. Mais cette loyauté avait un prix. Une chronique raconte qu'Étienne fut découvert par un autre garde et torturé pour avoir aidé Yolande. Son sort reste incertain. Certains disent qu'il fut exécuté, d'autres qu'il s'échappa.
Sa disparition laissa Yolande encore plus isolée, mais Élise resta à ses côtés, déterminée à préserver ses visions. À la cour, le roi Philippe VI, affaibli par la guerre, et la peste, hésitait sur le sort de Yolande. Certains nobles proposaient de la libérer pour rallier le peuple contre les Anglais, mais l'Église s'y opposait fermement, craignant qu'elle ne devienne une figure sacrée. Une lettre d'un conseiller, au roi retrouvé dans des archives, suggère une solution désespérée, utiliser Yolande comme arme psychologique contre l'ennemi en propageant ses visions pour effrayer les Anglais. Mais cette idée fut abandonnée par peur qu'elle ne renforce son pouvoir. Les paysans, eux, continuaient à vénérer Yolande. Ses dessins, désormais considérés comme des talismans, étaient cachés dans les maisons ou portés comme amulettes. Une légende raconte qu'un paysan tenant un parchemin de Yolande survécut à une bataille, renforçant l'idée qu'elle protégeait les siens. Ces récits, bien que superstitieux, donnaient au peuple la force de résister à la guerre et à la peste. Malgré son influence, Yolande s'affaiblissait. Élise rapportait qu'elle passait des heures en transe, murmurant des mots inintelligibles, comme si elle parlait à des esprits. Les psychologues modernes spéculent que ces transes étaient une réponse au traumatisme, un moyen pour Yolande de transcender sa douleur physique et mentale. Si l'impact de ces visions sur la guerre vous fascine, attendez de découvrir comment Yolande tenta un dernier acte pour défier ses bourreaux. Le dernier défi, une femme mourante, peut-elle défier un royaume entier? Yolande de Dreux. Ce personnage historique, étrange, livra un ultime acte de résistance, transformant sa souffrance en un cri éternel contre l'oppression. En 1350, 13 ans après son emprisonnement pour un regard accusé d'avoir déclenché la guerre de 100 ans, Yolande de Dreux était au bord de l'abîme. Dans une tour lugubre peut-être à Vincennes, ou à Rouen, son corps ravagé par la tuberculose, la malnutrition et les blessures infligées par la muselière de fer semblaient prêts à céder. Pourtant, ce personnage historique, étrange, refusait de s'éteindre sans laisser une dernière marque sur le royaume. Ses visions plus puissantes que jamais devinrent un défi final contre la cour, l'Église et le destin lui-même. Imaginez une cellule où l'obscurité est si épaisse qu'elle semble vivante, où l'écho des chaînes accompagne chaque mouvement. Yolande, à peine capable de tenir un éclat de pierre, continuait à graver des symboles sur les murs des corbeaux des flammes et une couronne brisée sous un ciel de sang. Ces images décrites dans des chroniques fragmentaires étaient en son testament un cri silencieux contre ceux qui l'avaient réduite à l'état de spectre. Élise, sa fidèle servante, risquait sa vie pour transmettre ses visions, tandis que le royaume déchiré par la guerre et la peste noire voyait en Yolande une prophétesse maudite. Une vision finale marqua cette période. Selon Élise Yolande, grava une image d'un oiseau s'élevant au-dessus d'un trône vide. Ce symbole murmuré dans les villages fut interprété comme une prophétie de la chute du roi Philippe VI et de l'avènement d'un nouveau règne. Cette vision, bien que cryptique, galvanisa les paysans qui reprirent courage malgré les défaites contre les Anglais. Une chronique obscure rapporte qu'un groupe de villageois tenta une nouvelle révolte, brandissant des amulettes inspirées des dessins de Yolande, convaincue qu'elle les guidait depuis sa tour. Mais cet acte d'espoir eut un prix. Le roi, affaibli par la guerre et la peste, ordonna une répression brutale. Les rebelles furent massacrés et les gardes de la tour reçurent l'ordre de durcir encore les conditions de Yolande. La muselière de fer, déjà insupportable, fut serrée davantage, causant des infections si graves qu'elle pouvait à peine respirer. Élise rapportait que Yolande, dans ses moments de lucidité,
murmurait des incantations, comme si elle invoquait une force pour la soutenir. Pourquoi Yolande continuait-elle à défier ses bourreaux? Les historiens modernes suggèrent que son obstination était un mélange de désespoir et de révolte. Dans une époque où les femmes, même nobles, étaient réduites au silence, ces visions et ces rituels étaient une forme de pouvoir, une manière de refuser l'oubli. Les psychologues parlent d'une résilience traumatique où Yolande transformait sa douleur en un acte de création, donnant un sens à son calvaire. Les neuropsychologues notent que ces visions probablement amplifiées par la privation sensorielle et la maladie prenaient une clarté si intense qu'elle semblait divine même pour elle. À la cour, la peur de Yolande atteignait son paroxysme. Les nobles divisés débattaient de son sort. Certains, impressionnés par l'exactitude de ses prophéties, proposaient de la libérer pour apaiser le peuple. D'autres, soutenus par l'Église, exigeaient son exécution, craignant qu'elle ne devienne une sainte. Une chronique raconte qu'un noble tenta de s'introduire dans la tour pour obtenir une vision, mais Yolande, trop faible pour répondre, traça un symbole de flamme qui le terrifia. Il quitta la cour le lendemain, convaincu d'être maudit. L'Église, déterminée à briser l'influence de Yolande, organisa un second procès pour sorcellerie. Traînée devant un tribunal, Yolande, à peine capable de tenir debout, resta silencieuse. Son regard toujours perçant, malgré la souffrance, semblait défier ses accusateurs. Selon une chronique, un prêtre tentant de l'exorciser s'effondra en croisant ses yeux, jurant avoir vu un feu infernal. Cet incident, amplifié par les rumeurs, renforça l'idée que Yolande était une force au-delà de l'humain. Élise, toujours loyale, tenta de protéger Yolande. Elle cacha certains de ses dessins dans les murs de la tour, espérant préserver son héritage. Mais les gardes, de plus en plus cruels, réduisirent ses rations à presque rien, accélérant son déclin. Une nuit, Élise trouva Yolande en transe, murmurant des mots inintelligibles, comme si elle parlait à des esprits. Une chronique rapporte qu'elle grava une dernière vision, un soleil levant sur un royaume brisé. Ce symbole transmis aux paysans devint un cri de ralliement, même si Yolande n'en vit jamais l'impact. Le roi, sous la pression de l'Église, envisagea une solution radicale, empoisonner Yolande en secret pour éviter qu'elle ne devienne une martyre. Une source obscure suggère qu'un garde fut chargé de cette tâche, mais il refusa, terrifié par son regard. Cette hésitation donna à Yolande quelques jours de plus, mais son corps ne pouvait plus tenir. Les psychologues modernes analysent cette période comme un moment de transcendance. Yolande, consciente de sa fin, semblait accepter son sort, mais refusait de se soumettre. Ces visions, bien que perçues comme occultes, étaient peut-être une tentative de laisser un message d'espoir, un testament pour un peuple opprimé. Si cet ultime défi vous émeut, attendez de découvrir le secret que Yolande emporta dans sa mort et l'héritage qu'elle laissa au monde, l'héritage d'un regard. Un regard peut-il survivre à la mort? Yolande de Dreux. Ce personnage historique étrange laissa derrière elle un secret si puissant qu'il résonne encore dans les annales de l'histoire. En 1351, après 14 ans d'emprisonnement, pour un regard accusé d'avoir déclenché la guerre de 100 ans, Yolande de Dreux s'éteignit dans une tour lugubre, peut-être à Vincennes ou à Rouen. Son corps, ravagé par la tuberculose, la malnutrition et les cicatrices de la muselière de fer, n'était plus qu'une ombre de la noble qu'elle avait été. Pourtant, ce personnage historique étrange, dont les visions et les rituels avaient enflammé un royaume, laissa un héritage qui allait transcender sa mort, transformant son nom en une légende
immortel. Imaginez une cellule où le silence est si profond qu'il semble hurler. Yolande, dans ses derniers instants, grava une ultime vision sur le mur, un soleil brisant les chaînes sous un ciel clair. Ce symbole décrit par Élise, sa fidèle servante, fut interprété comme une promesse de renouveau pour un royaume déchiré par la guerre et la peste, selon une chronique obscure, peut-être inspirée des archives médiévales. Yolande murmura à Élise dans un souffle à peine audible : « Mon regard vivra à travers ceux qui osent voir. » Ces mots, bien que cryptiques, devinrent le testament d'une femme qui avait défié un royaume entier. La mort de Yolande reste entourée de mystères. Certaines sources affirment qu'elle succomba à la tuberculose, son corps épuisé par des années de privation. D'autres, plus troublantes, suggèrent un empoisonnement orchestré par l'Église ou le roi Philippe VI, terrifié par son influence persistante. Une anecdote raconte qu'on trouva son corps entouré de parchemins à moitié brûlés, comme si elle avait tenté de détruire ses dernières visions pour protéger leurs secrets. Élise, selon certaines chroniques, disparut peu après, peut-être exécutée pour sa loyauté ou enfuie pour préserver l'héritage de Yolande. Mais le véritable choc vint après sa mort. Des années plus tard, des ouvriers rénovant la tour découvrirent une cache secrète dans les murs contenant des dessins et des écrits de Yolande. Parmi eux, un parchemin inachevé décrivait une vision, un royaume renaissant des cendres, sous un chef inspiré par une femme aux yeux de tempête. Ce texte, bien que fragmentaire, semblait prédire l'émergence d'une figure comme Jeanne d'Arc, qui des décennies plus tard rallia la France contre les Anglais. Cette découverte transforma Yolande en une prophétesse légendaire dont le regard avait semé les graines d'une victoire future. Pourquoi son influence perdura-t-elle ? Les historiens modernes expliquent que Yolande, par son silence et sa résilience, devint un symbole de résistance contre l'oppression. Ses visions, bien que perçues comme occultes à l'époque, reflétaient peut-être une intuition aiguë, amplifiée par un esprit poussé à l'extrême par la captivité. Les psychologues parlent d'une transcendance traumatique, où Yolande transforma sa souffrance en un héritage spirituel, donnant espoir à un peuple brisé. Les neuropsychologues suggèrent que ces hallucinations causées par la privation sensorielle et la maladie étaient si puissantes qu'elles semblaient divines, captivant ceux qui les recevaient. À la cour, la mort de Yolande ne mit pas fin à son pouvoir. Les nobles, autrefois divisés, commencèrent à voir en elle une martyre. L'Église, bien que réticente, cessa de la condamner certains prêtres, affirmant qu'elle était une envoyée de Dieu. Une chronique rapporte qu'un évêque, des années plus tard, confessa en privé avoir douté des accusations de sorcellerie, troublé par l'exactitude de ses visions. Les paysans, eux, transformèrent Yolande en une légende. Dans les villages, on chantait des ballades sur la dame au regard de feu, dont les prophéties avaient guidé la France à travers la guerre. Une légende raconte qu'un paysan trouva un dessin de Yolande caché dans une église et le porta comme talisman lors d'une bataille, jurant qu'il lui avait sauvé la vie. Ces récits, bien que superstitieux, donnèrent au peuple la force de résister à la guerre et à la peste. L'héritage de Yolande transcenda les siècles. Ses dessins, bien que rares, furent étudiés par des érudits qui y virent une forme d'art visionnaire, mêlant poésie et prophétie. Les historiens modernes spéculent que ces visions, en inspirant le peuple, ont contribué à galvaniser la résistance française, préparant le terrain pour des figures comme Jeanne d'Arc. Sa vie tragique et énigmatique devint un symbole de la puissance des voix réduites au silence
une leçon sur la résilience face à l'adversité. Si cette histoire vous a bouleversé, imaginez l'impact qu'elle a eu sur ceux qui l'ont vécu. Si vous avez aimé ce récit, partagez-le, laissez un like et commentez ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques aussi captivants.